Bonjour à tous. On a vu d'abord ce qui doit être pour avoir l'unité nationale. On va voir maintenant que la France est en voie de désintégration et surtout quels sont les processus à l'œuvre dans la démolition culturelle et on verra plus tard comment y remédier. Alors reprenons le tableau que je vous avais montré. On va voir ce qui se passe dans deux cas. Lorsque les repères et modèles utiles sont inadaptés ou concurrencés, soit que le pouvoir soit nul dans ses missions, soit que l'air du temps transforme rapidement les aspirations sociales, et lorsque les repères et modèles utiles sont carrément absents. Alors d'abord, le premier cas, en cas de non-satisfaction des besoins individuels et sociétaux, parce que les repères et modèles qu'offre la société et la politique sont ou apparaissent inadaptés ou concurrencés. Alors on observe d'abord au niveau individuel un mal-être à cause d'un conflit entre la norme, sorte de surmoi, qu'elle soit légale, sociale ou familiale, avec ses modèles et repères sous-jacents et les aspirations de l'individu qui le poussent à rejeter ces modèles et ces repères. Et pour la société, on a alors un mal-être à cause d'un conflit dans la communauté nationale entre ceux qui privilégient la norme sociale légale, mœurs, langue, tradition, loi, et les contestataires qui subordonnent les normes à leurs aspirations de trois ordres, on va voir. Alors au niveau des réactions, pour l'individu, on observe la mise en place de trois mécanismes de résolution du conflit. Le repli sur soi, c'est la fuite vers l'égoïsme, l'individu se fait une armure, une carapace, se replie, limite sa vie au bout de son nez et gère son mal-être comme il le peut en le noyant dans divers ersatz. L'indignation passive ensuite, sans remise en cause des normes, il subit l'individu les normes en vigueur qui le touchent personnellement, mais il n'agit pas, il reste passif observateur. La révolte, enfin, il se bat contre les normes, il se mue carrément ici en révolutionnaire qui veut tout péter et du moins changer les choses. Je n'exclus pas du propos que ce mal puisse être causé pour de bonnes raisons, à cause de repères ou modèles familiaux, sociétaux pourris ou des normes légales qui violent le principe d'égalité de valeur des êtres humains, par exemple. Mais je mets l'accent ici sur les repères et modèles et normes plus traditionnelles et les contestations dont elles sont l'objet, comme on va voir. Alors au niveau des réactions collectives, on observe la même chose, un courant libertaire qui s'oppose à la culture morale dominante, tendance de cette partie de la société qui fait primer le ça sur le surmoi, si on peut dire, un courant égalitaire qui s'oppose à la culture économique et sociale dominante, qui rejette le surmoi, pourrait-on dire, et un courant révolutionnaire qui s'oppose à la culture politique et institutionnelle en vigueur et qui veut changer de surmoi. Toute contestation sociale revêt une, deux ou trois de ces dimensions, comme au niveau individuel, ces réactions peuvent se suivre, se croiser ou se cumuler, parce que tout ça, c'est dynamique. Alors, on va prendre trois exemples symboliques. D'abord, pour le courant libertaire qui s'oppose à la culture morale dominante. Prenons l'exemple de mai 68. Alors, cette tendance libertaire, elle se manifeste avec ce slogan archétype largué sur les ondes en 68 sous forme de boutade par Jean-Yann. Il est interdit d'interdire. Ou comme on a vu fleurir également, de manière plus intense, défense d'interdire. C'est la contestation des règles appelées par les libertaires carcans. Je précise que toute règle n'est pas un carcan. Nous avons besoin de règles et elles sont bonnes, ces règles, quand elles constituent des limites encadrantes, des frontières entre le permis et l'interdit et que c'est comme ça que les enfants sont éduqués et pas autrement. Et de l'autre côté, on a ce que le courant gauchiste appelle les réacs, les réactionnaires, tendance à faire primer les traditions, figer les mœurs, faire primer le surmoi sur le ça. Je le vois, ce libertarisme, comme l'expression du ça, du désir freudien. Et là, vous avez la libéralisation des mœurs avec, par exemple, l'apologie de la pédophilie par toute une clique de tarés sur les plateaux télé, comme avec Cohn-Bendit, ou dans la presse, Libération, ou Le Monde qui en 77 avait publié un communiqué estimant que 3 ans ça suffit pour 3 pédophiles enfermés depuis 3 ans pour attentat à la pudeur contre 3 enfants de 13 et 14 ans.
Ce communiqué était signé par toute une clique de racailles comme Jack Lang, Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, André Glucksmann, Gilles Deleuze, Roland Barthès, etc. Une soixantaine de racailles dont l'argument principal consistait à dire qu'il n'y avait pas eu de contrainte ou de violence, soulignant que les filles de 13 ans ont le droit de se faire prescrire la pilule en France depuis la loi Veil de 74. On nous a donné le doigt, on peut prendre le bras. Super l'argument, et c'est quoi ce bordel? Il faudra légiférer sur la castration, un jour ou l'autre. Pas de quartier avec les barbares. Un enfant, c'est sacré. C'est un adulte en devenir, il n'est pas formé, il est influençable, toujours. Il doit être protégé, zéro tolérance. La France n'a pas vocation à être l'Eldorado des pédophiles avec leurs lois de merde et leurs prescriptions de merde et la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères qui n'aura certainement pas vocation à s'appliquer. Il faudra faire fleurir les centres de détention et de soins. Donc 68, le désir, le ça prime sur le surmoi, la règle. En témoigne le slogan « Il est interdit d'interdire ». Sur ce point spécifique, j'aimerais rappeler les causes de cette explosion libertaire dans la société. Ce point de rupture est l'aboutissement, à mon sens, de la conjonction de plusieurs phénomènes puissants. D'abord, une jeunesse nombreuse, trop nombreuse, les baby-boomers, par rapport aux infrastructures dédiées, transport, université, etc., avec des mutations économiques et sociales importantes du fait des 30 glorieuses, avec les congés payés, les vacances en bikini, un vent de liberté qui souffle en arrière-plan du fait des 30 glorieuses, comme on dit. Il y en a qui se sont gavés et qui sont les bobos écolos bien pensants et repus d'aujourd'hui. Le processus d'américanisation, de colonisation culturelle rampante de l'Europe également par l'American Way of Life, qui a été rendu possible par l'occupation américaine de l'Europe dans l'après-guerre, notamment en Allemagne, mais aussi en France, et aussi par les besoins financiers des pays d'Europe ravagés suite à la Deuxième Guerre mondiale pour leur reconstruction. Ça a conduit la France, pour effacer une partie de sa dette, à renoncer au protectionnisme, ce qui s'est concrétisé notamment avec les accords de libre-échange culturel Bloom-Burns. Et pareil pour l'Angleterre qui a renoncé à la préférence impériale, ce qui a été l'une des conditions importantes de l'avènement des Beatles ou des Rolling Stones. Ça, et notamment la proximité culturelle des Anglais avec les Américains. Une des contreparties de l'accord est la fin du régime des quotas imposé aux films américains, ce qui produit un doublement du nombre de films américains en France. Le cinéma hollywoodien était soutenu également par le département d'État, contrôlé par une chasse aux sorcières utilisée comme arme pour exporter à l'étranger le rêve américain et le modèle de l'American Way of Life, s'opposant donc à la propagande de l'idéologie communiste dans le climat de guerre froide. Le processus de l'évolution ensuite technique du matériel, avec notamment pour la musique le transistor, les amplificateurs guitare et basse ou la cassette audio en 63, inventé par un néerlandais, Louis Ottens, qui favorise la diffusion en masse du rock et encore aussi pour le cinéma avec l'invention en 54 du cinémascope, une technique qui permet de démocratiser les projections. Le format cinémascope, rectangulaire très plat, permet de mettre en valeur les grands espaces, mais également de cadrer au plus proche les visages et notamment les regards, ce qui renforce l'émotion transmise par le jeu de l'acteur et donc du coup fait naître les acteurs studio. Ou encore la télévision couleur la même année en 54 aux États-Unis, en 67 en France avec un nombre de téléviseurs qui passe en France de 4000 en 1950 à plus d'1 million en 58 et après c'est l'explosion. Le processus de mimétisme encore d'une jeunesse qui se construit en copiant ces modèles et qui va dès lors prendre pour modèle une jeunesse rebelle symbolisée par James Dean, cette adolescence rebelle qui brise les codes dans la fureur de vivre en 55, arrivé en 56 en France, un an après sa mort, et qui le propulse au rang d'icône, d'idole. En anglais, le film s'appelait Rebel Without a Cause.
et qui introduit l'idée qu'être un voyou, c'est pas un choix délibéré, mais que c'est la faute à la société, aux méchants adultes, à leur carcan, que c'est une fatalité générationnelle, tu peux pas comprendre. On peut citer un peu avant Marlon Brando dans The Wild One, l'équipé sauvage en français en 53, qui joue le rôle de Johnny, un motard rebelle avec son perfecto qui marque le début donc des blousons noirs et d'un code vestimentaire qui va se répandre simultanément partout en Europe avec l'idée de la liberté sur sa bécane en clopant des Marlboro avec cet imaginaire de cow-boy en liberté selon la pub d'alors. Cet esprit rebelle s'est incarné dans un premier temps avant la guerre du Vietnam dans la rock'n'roll attitude, représentée initialement par Bill Haley, Elvis Presley, Dick Cochrane, Jerry Lee Lewis. Couplez ça avec West Side Story en 57 avec la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux bandes de jeunes des bas quartiers pour le monopole du territoire sur l'Upper West Side à Manhattan. Et vous avez aussi la culture des gangs qui passe dans l'imaginaire collectif, des repères et modèles qui se forment avec la puissance hollywoodienne et l'avènement de la télé un peu partout. Et tout ça, ça a donné, durant l'été 59, en France, à cause d'un mimétisme primaire inhérent à la jeunesse en quête de construction de son identité, grâce à des modèles et des repères, c'est toujours comme ça, d'où l'importance des modèles et repères constructifs, des affrontements entre bandes de blousons noirs à coups de chaînes de vélo ou de moto, à coups de poings américains ou de crans d'arrêt au square Saint-Lambert dans le 15e à Paris, qui font alors les gros titres de l'époque, et beaucoup d'autres affrontements par ailleurs avec des descentes sauvages dans les bals et fêtes d'alors, et tout ça a inondé les ondes, donnant lieu à de nombreuses publications ou études. Autour de 1960, dans tout le pays et dans tous les milieux sociaux, s'incarne alors cette mode du blouson noir, d'un jean délavé, avec une coupe banane en roulant sur leur bécane, enfin des mobylettes et qui jouent au dur. Et les films sont plus sombres également et anticonformistes dans les années 60, avec Easy Rider en 69, Macadam Cowboy, La Horde Sauvage ou Psychose, La Nuit des Morts Vivants, un peu plus tôt, et toujours à la gloire des États-Unis, Le Jour le plus long en 62, La Grande Évasion en 63. En fait, il n'y a pas de secret, les jeunes imitent ce qu'ils ont vu dans les films. Le pouvoir de cette culture, c'est l'influence mimétique qui façonne l'imaginaire de la jeunesse en insufflant des modèles, de nouveaux repères, des normes différentes, et ce n'est rien d'autre que la propagande entre les mains d'Hollywood. La grande victoire des Américains, c'est Hollywood qui a procédé à la réécriture complète de l'histoire, du révisionnisme, jusqu'à devenir les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale en passant sous silence l'action des valeureux Russes d'alors, par exemple, et je dirais, alors même que la racaille apatride anglo-saxonne a financé Hitler, a tout fait pour lui donner les moyens, les mobiles, les opportunités de fracasser le bloc eurasien, et ils ont fait tout ça après la trahison des bolcheviks qu'ils avaient également financé. Ils ont changé alors de fusil d'épaule, de poulain, en somme, pour essayer d'arriver à leur dessein, le contrôle monopolistique du Heartland, comme ils disaient, c'est-à-dire en grande partie la Russie, pour rester de grands empires maritimes dominants, bref, grandeur, pas la décadence, à aucun prix, quitte à sacrifier 100 millions d'êtres humains, et c'est pas fini, on le voit avec l'OTAN, l'Ukraine, la Crimée, etc. aujourd'hui. À la fin de l'année 54, le rock'n'roll devient un phénomène national aux États-Unis, et après on a le rock français avec Jean-Philippe Smet et Claude Moine, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Grâce à la jeunesse et une nombreuse audience, à l'essor technologique et à la loi du marché, le rock devient une industrie mondiale et on voit apparaître le Star System qui commence avec Elvis Presley et un merchandising précoce dès 1956, les idoles et sex symboles comme Marilyn Monroe, puis le mouvement va s'amplifier avec la folie des Beatles au début des années 60, les Rolling Stones, les Doors, les Beach Boys et beaucoup d'autres. Et tout le courant libertaire s'appuyant sur une idéologie de libéralisation sociale, politique, religieuse contre les carcans de la société, idéologie qui remonte à loin et porteuse de l'idée que le moderne c'est le nec plus ultra parce que le moderne c'est à la mode et que l'ancien c'est ringard, c'est démodé, ok boomer.
Un exemple, on parle de l'ancien régime. Autrement dit, on sacralise l'idée de progrès en pensant que le nouveau, la nouveauté, c'est toujours mieux. C'est un raisonnement de crétin. Une maladie, ça progresse aussi. A contrario, il y a ceux qui pensent que la tradition prévaut toujours sur la nouveauté et qu'on ne doit jamais faire évoluer les pratiques et coutumes. Faut-il rappeler également que dans une société qui pratique le sacrifice humain, le cannibalisme, la zoophilie, la pédophilie, l'inceste et compagnie, la coutume ou la tradition n'est pas bonne par le simple fait qu'elle est coutume et tradition. Et si au contraire on a une société qui interdit tout ça et que des révolutionnaires assoiffés contestent l'ancien parce qu'il est archaïque, au nom du progrès des mœurs, affirmant qu'il faut changer et légaliser toutes les abominations au motif que le nouveau c'est mieux, est-ce qu'on va accepter pour autant ces abominations ? Vous le voyez bien, les tenants de la nouveauté supérieure à la tradition parce qu'elle est nouveauté ou les tenants de la tradition supérieure à la nouveauté parce qu'elle est tradition sont des crétins qui ont des positions extrémistes dont le seul point commun est qu'elles font l'économie de la réflexion. Car si on réfléchit un tant soit peu, si on allume ne serait-ce que 2 neurones, on comprend que l'important, et j'y reviendrai toujours, c'est pas autre chose que le principe d'égalité de valeur des êtres humains, par nos actes individuels comme sociétaux, par nos pratiques et coutumes et lois. Est-ce qu'on promeut ce principe d'égalité de valeur des êtres humains à travers un bon usage du libre arbitre, qui n'est bon cet usage que s'il est un usage raisonné et raisonnable du libre arbitre? Le vrai débat, ça devrait donc être qu'est-ce qu'on met en arrière-plan de ce principe d'égalité de valeur des êtres humains. On a aussi un courant égalitaire qui s'oppose à la culture économique et sociale dominante. Par exemple avec les Gilets jaunes en 2018, expression d'une contestation égalitaire, dénonçant l'ultralibéralisme, dénonçant une politique macronique en faveur des seuls ultra-riches avec son mépris, son crachat sur tous les autres, dénonçant des surtaxes pour la population étranglée, des manques de moyens pour tous les services publics, et j'en passe. Par exemple encore, en 1789, la contestation des structures économiques et sociales, les 3 ordres, clergé, noblesse et tiers-état, et les corporations. Encore un exemple, en mai 68, vous avez tout le courant gauchiste dans la jeunesse, chez les ouvriers aussi, au service d'une idéologie égalitariste face à un monde qui se fissure et qui évolue rapidement en creusant les inégalités, visibles avec les bidonvilles autour de Paris par exemple, alors même que les mutations se font de plus en plus rapides et apportent de la richesse à la société et un certain confort, bref, opposition au capitalisme américain et leur impérialisme comme avec le Vietnam par exemple. Là, la dichotomie entre capitalisme contre communisme a fait plonger tout le monde dans une guerre du pour contre le contre, et ça a été la misère, et ça l'est toujours, la misère intellectuelle jusqu'à aujourd'hui. On a aussi un courant révolutionnaire qui s'oppose à la culture politique et institutionnelle. Le nouveau pouvoir politique qui a mis en place un nouveau régime politique va nécessairement modifier la représentation de l'histoire, la déformer en fonction de ses intérêts, car la légitimité d'action en suivant du pouvoir politique ne peut que reposer sur la légitimité d'accession qui fait appel, en cas de changement du régime ou de cap, inéluctablement à transformer, à sublimer ces souvenirs en une symbolique identitaire confortant le régime politique en place. Les symboles en tant qu'éléments fondamentaux pour la construction de l'identité sont indépassables. En d'autres termes, le pouvoir accroîtra la légitimité au sein et au sommet de la collectivité en créant un lien personnel entre les individus constituant le peuple, les groupes constitués dans la société et lui-même, lien qui reposera nécessairement pour atteindre l'unité sur l'affect social, facteur de cohésion sociale, sur l'imaginaire collectif, facteur d'unité. Cette unité peut se réaliser par un populisme qui va galvaniser le peuple au service d'un dessein impérialiste et qui produit les annexions ou le colonialisme, par exemple. Or, on constate aujourd'hui que le régime républicain ne s'appuie que sur une partie de la symbolique. Il est à la ramasse pour l'aspect culturel,
depuis au moins les accords Bloom-Burns, et il a déserté l'affect social autant qu'il a délaissé la morale. Il pousse à la réalisation des desseins impérialistes de la finance apatride qui utilisent les Américains et Européens, et on voit que ce dessein impérialiste n'est pas européen parce que les peuples ne sont nullement galvanisés par cette Union européenne qui les pine jusqu'à plus soif. Le résultat, c'est forcément le naufrage, c'est le confinement couvre-feu, comme contre-feu à l'explosion du dollar et de l'euro, avec un bouc émissaire idéal. Les hypocrites pourront dire après, la dette et la cata, c'est pas nous, c'est Covid. Et je vois déjà un sommet entre parasites pour lancer l'UE fédéraliste pour sauver l'Europe. Bref, ça faut le comprendre. Fin de la saison 2 pour ceux qui veulent. Revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Au temps de la Révolution française, en l'espèce, au modèle et repère monarchique vu comme inadapté par toute une caste qui s'est opposée aux réformes monarchiques utiles, enjouée à l'idée de faire couler le pays et le sang pour arriver au pouvoir, c'est l'idée, et qui s'est concrétisée par la terreur. D'ailleurs, en 1789, donc, les révolutionnaires ont cassé la symbolique monarchique et instauré leur propre symbolique, car l'imaginaire collectif, aussi abstrait soit-il, constitue une réalité qui transforme la perception du réel et en suivant la perception du génie national et de la volonté collective. Les révolutionnaires commencèrent alors par réformer la société jusque dans ses références au temps et à l'espace, par l'instauration du calendrier républicain, du système métrique ou du changement des noms de rues et des places, et ayant des noms de rois. Il n'y a guère que Philippe Auguste d'ailleurs qui y est échappé. Le nouveau calendrier était en vigueur en France pendant 13 ans, de 1793 à 1806. Les semaines avaient 10 jours et permettaient d'effacer toute trace religieuse. Noël était devenu le jour du chien et 1000 autres saloperies. Bref, ce calendrier a été aboli par Napoléon, la révolution à cheval, qui avec son génie cynique avait vu dans la religion le mystère de l'ordre social comme il l'affirmait lui-même et le moyen de sa propre gloire. La coutume est remplacée par la loi, qui devient le nouveau dogme, la figure de la Vierge Marie est remplacée par la figure de Marianne, le drapeau blanc à fleurs de lys est remplacé par le drapeau tricolore, le Te Deum est remplacé par la Marseillaise, le 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie, instituée par Louis XIII en action de grâce pour la naissance inespérée de Louis XIV, est remplacée par la fête nationale du 14 juillet, qui commémore donc la prise de la Bastille, et un régime qui succède à un autre, et par ce fait même, est forcément magnifié par ses acteurs d'un événement plus qu'anodin, la libération de 7 prisonniers, lors de la prise de la Bastille, plus précisément 4 faussaires, un libertin et 2 fous, ont façonné l'imaginaire collectif pour glorifier la nation et faire émerger l'unité nationale là-dessus, la commémorant pour renforcer le régime politique en place. Ça fait réfléchir. La symbolique de la symbolique ici est assez cocasse quand on pense au faux monnayage du système d'argent-dette en vigueur, au dévergondage absolu des mœurs et à la folie autodestructrice du pouvoir politique qui, croit-on, porte la cravate, mais non, ce sont des camisoles. Le vocabulaire républicain vise à discréditer la période passée pour mieux renforcer l'unité collective dans le présent et l'attachement à ce nouveau régime, ferment d'agrégation du collectif, car la mémoire est toujours une œuvre de relecture du passé, mais à la lumière du présent. On parle par exemple de Moyen-Âge, moyenâgeux, pour jeter sur cette période l'opprobre, et ne la considérer que comme une époque barbare, alors même qu'il faudrait beaucoup nuancer. On parle pour la période suivante de Renaissance, comme si on était mort avant, pour qualifier le retour de l'empreinte gréco-romaine sur la culture, qui est le résultat de convergence entre une redécouverte archéologique des gloires enfouies, la concentration temporo-spatiale de beaucoup d'artistes et savants de génie, la conservation des écrits par les moines copistes, les guerres italiennes et les goûts de François Ier. On parle ensuite de siècle des Lumières, pour la suivante période, afin de mieux signifier l'obscurantisme passé, non fondé sur la raison, dit-on, et le régime monarchique est qualifié d'ancien régime, l'ancien étant démodé, dépassé, comparé au nouveau, comme je vous ai dit.
La République au total ne fabrique absolument pas un État neutre, elle substitue à la religion catholique une autre religion, la religion républicaine. En l'occurrence, les élus sont donc les nouveaux prêtres qui officient dans le nouveau temple, l'Assemblée nationale. Les nouveaux catéchistes sont les instituteurs républicains, les hussards noirs de la République, ayant pour mission de propager une nouvelle morale dont le but est de faire une société des mœurs conforme à l'esprit de ces nouvelles institutions par l'indispensable instruction des enfants pour initier les futurs citoyens à leurs droits et devoirs. L'instruction des enfants est en effet indispensable pour initier les futurs citoyens à la connaissance des droits et libertés tronqués de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là, je renvoie aux vidéos que j'ai faites dessus, et à l'amour du régime républicain en les prémunissant contre la doctrine de l'Église catholique qui menace le nouvel ordre social et qui dès lors sera persécuté, ses biens vendus, ses temples transformés en temples de la déesse raison, ses reliques brûlées, ces fêtes effacées, ces têtes décapitées, où sont les barbares? Leur morale républicaine ne se réduit pas à la seule culture politique, elle se présente comme un système global de référence auquel tous les citoyens sont appelés à adhérer, comme une morale laïque ou appelée à se substituer à la religion et qui va donner la laïcité. Mais la morale républicaine laïque est un échec ne pouvant tout simplement pas atteindre la conscience individuelle, comme le fait la religion. Parce que la laïcité, c'est quand même un esprit couille molle, c'est creux, sans consistance, une neutralité fadasse, il faut le dire. Du coup, l'action du pouvoir va glisser vers une police des mœurs, une simple préoccupation d'ordre public, laissant le champ de la morale personnelle en voie de désertification. Et ce glissement est logique dans la mesure où l'affaiblissement de la moralité est inévitable parce que seule la religion a la capacité de produire une autogestion des comportements individuels liés à la culpabilité et surtout bien comprise à l'amour de Dieu et de sa loi. La désaffection pour la religion conduit les mœurs à se disloquer. Vous me direz, ils étaient déjà les mœurs en plein bouleversement au XVIIIe siècle, avec Sade ou Laclos, notamment, et une censure monarchique bien plus molle que sur Facebook. Voilà pourquoi judicieusement Napoléon voyait dans la religion le mystère de l'ordre social. Et sans elle, les pouvoirs publics, dans la religion, dès lors, ne peuvent plus que s'efforcer de contenir l'expansion du vice, ne s'intéressant qu'à l'extériorité des conduites, fixant les interdits nécessaires les uns après les autres, ne s'occupant que de la tranquillité sur la voie publique, n'assurant que la défense de la salubrité et la santé publique, même si l'ordre public s'est tout de même ouvert à la moralité comme quatrième composante, mais uniquement comme justification de l'interdit, pas comme morale positive, avec par exemple l'interdiction du, je cite, lancer de nains, et dont l'origine du respect se situe davantage dans la peur du gendarme que dans la conscience personnelle qui devrait être orientée vers le principe d'égalité de valeur des êtres humains, de l'égalité parfaite de tous les êtres humains, et du simple fait qu'ils existent indépendamment de leur apparence. Ensuite, on a un deuxième cas. En cas de non-satisfaction des besoins par l'absence de cadre, de repères, de modèles constructifs, on constate quoi? On constate que la primauté des aspirations de l'individu, le ça, permet à l'individu donc de se fiche complet des normes légales, sociales, familiales, des structures en place qu'il a même pas intégrées du tout. Il établit uniquement, tel un sauvageon, comme repère, ce que son entourage malsain lui procure. Et au niveau collectif, on constate quoi? La primauté de l'aspiration des minorités qui se fichent de la norme majoritaire, qu'elle soit légale, sociale ou familiale, qui se fichent des institutions, des us et coutumes, des croyances et de la culture du pays, qui ne les connaissent pas, ils ne veulent pas les connaître, encore moins les aimer, mais veulent coûte que coûte imposer leur modèle et repère à la majorité. C'est ce paradoxe démocratique, c'est ça, et sa source se situe ici. Cette insatisfaction produit des réactions. Au niveau individuel, on peut constater le désinvestissement de la réalité sociale. On se coupe de la société qui nous rejette parce qu'on n'a pas les mêmes repères et modèles. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à un déni de la réalité,
Auquel cas, cette réalité, qui n'est pas satisfaisante, est remplacée par une néo-réalité. L'inconscient va sauvegarder l'intégrité du système psychique en changeant de réalité, on peut dire, et l'individu devient alors ou victime permanente, qui ne peut satisfaire ses aspirations, ou bourreau intrépide pour les satisfaire, pour se venger et imposer sa réalité aux autres. On observe la même chose au niveau collectif en cas d'absence de repères ou de modèle collectif. On voit un déni de la réalité remplacé par une néo-réalité, repli communautariste, séparatisme victimaire ou tortionnaire, qui provient des gouvernés ou des gouvernants. Donc on va creuser les deux points. Un désinvestissement d'abord de la réalité sociétale pour une partie de la population. On peut constater un désinvestissement de la réalité sociétale. On se moque de la vie collective. C'est une réaction typique. On voit la racaille aux manettes. On a intégré les biais d'impuissance. Alors on se replie sur sa petite vie à l'écart du tumulte et des fracas des modèles et repères sociétaux pourris qu'on nous propose et qu'on nous impose. Et si ça va plus loin, on arrive à un déni communautaire de la réalité remplacé par une néo-réalité. C'est-à-dire que ça peut devenir un désinvestissement de la réalité sous forme de repli communautaire, sorte de communautarisme victimaire allant jusqu'au séparatisme vis-à-vis de la communauté nationale avec laquelle on ne veut pas se mélanger faute de n'avoir eu, à cause d'une acculturation estropiée ou d'une enculturation déculturée, aucun repère ou modèle en commun. Les communautés sociologiques, politiques, religieuses ou autres qui peuvent ainsi tomber dans ce déni de réalité prennent alors prétexte d'une cause pour imposer par la menace ou par la contrainte les normes comportementales, alimentaires, vestimentaires, sociales, culturelles, religieuses à la majorité, et ces normes sont le fruit de repères et modèles différents qu'elles ont, eux, intégrés. Au total, tous ces courants deviennent ou victimaires pour faire culpabiliser la société qu'ils jugent méchante à leur endroit, ou deviennent des bourreaux, des tortionnaires qui veulent infliger, au nom d'une idéologie biaisée et du coup haineuse, des souffrances plus importantes encore à ceux qui sont hors de leur clan ou qui sont désignés comme les coupables, même indirects, de leur malheur. Le tout produit une morcellisation de la société qui ressemble à une féodalisation de la société et au final à un nous éclaté, chacun avec ses revendications libertaires ou égalitaires ou révolutionnaires dans une atmosphère de guerre civile larvée, cuite à l'étouffer, et je vous promets que ça va être la grosse merde si on ne fait rien. Mais rassurez-vous, si on ne fait rien, nos sauveurs fédéralistes nous montreront alors la seule voie possible pour nous, la soumission à l'impérialisme apatride, l'esclavage pour garantir notre sécurité. Enfermez-nous dans des bocaux de formol et on ne pourra plus ni tomber malade ni mourir. Vous voyez la logique camisolesque à l'œuvre ? Ensuite, un désinvestissement de la réalité nationale par la classe politique. Petit rappel, le pouvoir politique a pour mission de poser des repères et modèles constructifs de deux ordres. D'abord, il doit consolider la représentation collective du régime politique avec toute une symbolique dont le seul but est d'assurer l'unité nationale. Je parle des symboles, des mythes, des commémorations, des exemples donnés par le pouvoir, des lois qui assurent de faire respecter l'amour du pays et la fierté nationale saine en favorisant l'acculturation et l'enculturation, ce qui nécessite de ne pas se priver de frontières, de ne pas se priver du pouvoir de faire la loi ou du pouvoir de faire du pognon, pouvoir de création monétaire, et de ne pas se priver du pouvoir de juger. Bref. Ensuite, ce pouvoir politique doit influencer, orienter la représentation sociale, parce que cette action culturelle sociale doit être au service du régime politique. Oui, c'est une propagande culturelle, et le génial Louis XIV, qu'il avait bien compris en se faisant le mécène des arts, et restera à jamais le roi soleil, ferment de l'unité nationale et du rayonnement de la France. La question, on verra, c'est quelle est la bonne propagande. L'universalité des droits de l'homme tronqués, et bien pensant, non. À quoi assiste-t-on au final avec nos pseudo-gouvernants ? Le régime politique, en ce compris les crétins qui nous gouvernent, ont plongé eux-mêmes dans le déni de la réalité nationale. Et oui, tous les lécheurs de cul de la finance apatride,
qui prennent prétexte de se dire européens alors qu'ils sont de purs produits mondialistes, apatrides, agissant en contradiction même avec les intérêts fondamentaux de la nation, ils ont d'abord mis en place toute une philosophie issue des Lumières qui est pourrie et dont l'aboutissement, les droits de l'homme, avec les juges aujourd'hui et leur pouvoir, république des juges, ne sont que des droits tronqués qui favorisent l'asservissement humain alors qu'ils se glorifient et sont glorifiés de faire le contraire. La majestueuse égalité des lois entre le riche et le pauvre, alors que ce qui compte c'est la satisfaction des besoins fondamentaux de tous, c'est ça les vrais droits de l'homme. Et vous avez les explications dans la vidéo sur les droits de l'homme. Ils ont ensuite galvaudé les repères du régime de la Ve République. Toutes les racailles politiques se réclament du gaullisme qu'ils ont rabaissé à leur niveau, le caniveau. Ils ont donc ainsi perverti la représentation que les gens se font de la politique, sale, affairiste, corrompue, sans parole et sans honneur. Ils ont retourné l'exception culturelle française contre la France. Bref. Ils ont créé également des repères de pervers déculturés pour les élites politiques qui pensent que la Guyane est une île, et surtout qui ont intégré les attentes de la secte ultra-libérale, comme les bons petits toutous qu'ils sont, qu'on pense à ces racailles de young leaders qui font de la politique et qui sont partout. Cette blague qui a été conçue par l'administration Carter et avalisée par Giscard d'Estaing, à tel point qu'ils sont entrés, ces politiciens, à l'œil vif et au poil brillant, dans un déni de réalité nationale, en se réclamant de la souveraineté européenne, pourtant antinomique de la souveraineté nationale. Et à tel point qu'ils sont tous formés pareil, que l'ENA, Sciences Po et compagnie, c'est des moules à roquer, à singes savants capables de régurgiter à la virgule toute la somme des conneries qui forment leur savoir élitiste et qui expriment leur parfaite docilité et soumission aux œillères que leurs maîtres leur ont collées. Ils ont plongé dans la soumission ensuite la plus vile à la culture américaine, violente et séparatiste, avec des tonnes de modèles et repères ahurissants, affectant la société qui s'acculture à ses tares ségrégationnistes et violentes. Depuis au moins les accords Bloom-Burns, poussés par le département d'État américain, plus une politique commerciale de l'UE qui est juste un truc de soumission au marché de ouf. Ils se sont ensuite servis de l'action politique des ministères pour impulser une contre-culture par le haut, en faisant des ministères non pas des serviteurs de la culture française par impulsion, mais des simples agents d'exécution de la propagande américaine libertaire et ségrégationniste, en conservant néanmoins une tendance égalitariste, spécificité française, qui s'apparente pour eux à un nivellement social par le bas. De véritables champions. Quelques exemples, le ministère de l'Éducation, qui n'est qu'un service de propagande avec un enseignement idéologique de perversion abrutissant en simplifiant la langue à deux expressions ou et ou. En allégeant les matières, le temps de travail scolaire et les exigences, en utilisant les méthodes pédagogiques débiles et farfelues, en promouvant la confusion mentale par l'enseignement de l'histoire sans les événements, enfin en un mot 1984 bonjour, on aura des dictionnaires à un seul mot, Le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, avec un formatage idéologique totalitaire, avec des repères et modèles made in USA, notamment, qui fait la part belle aux victimaires et aux tortionnaires dans le style réunion racisée, ou de l'écriture inclusive .d, .e, .b, .i, .l, .e, ou. Le ministère de la Culture avec promotion des minorités victimaires, avec subvention publique s'il vous plaît pour leur tissu associatif, avec leur délire paranoïaque ou complaisance à l'égard des minorités tortionnaires haineuses anti-nation, c'est le dévoiement complet du rôle de la culture et une trahison sans phare de ce qui a été appelé par les apatrides haineux de façon sotte, stupide, idiote, béotienne, l'exception culturelle française devenue, avec le mondialisme affairé, diversité culturelle. La culture, effectivement, comme le pensait Malraux, doit être un bien à part, échappant autant que faire se peut à la loi du marché.
surtout lorsque ce sont des marchés monopolistiques américains qui sont de véritables rouleaux compresseurs de nivellement culturel, d'uniformisation par massacre des différences, mais bien plus un ministère de la Culture ne peut qu'avoir pour mission de protéger l'identité française, en soutenant la culture, non pas simplement pour la transmettre ou élargir ses horizons, ce serait bien trop peu, mais en la guidant vers le principe d'égalité de valeur des êtres humains, de respect des autres et de la nature au travers de la liberté responsable. C'est là la véritable universalité, marque de fabrique de l'aspiration française, du génie français. Monarchie catholique, veut dire catholique universelle, ou république avec les droits de l'homme dits universels, c'est un trait français, l'attrait pour l'universalité, construire ainsi une représentation collective, non pas avec pour seul horizon de plaire au plus grand nombre en flattant leurs bas instincts ou en jouant avec leurs émotions frivoles ou profondes pour avoir plus de parts de marché ou d'audimat, mais en guidant cette culture vers la civilisation de l'être humain et de la société. C'est ainsi et seulement ainsi que, soustrait à la pure loi des parts de marché de l'offre et de la demande qui fait l'offre, de l'offre qui fait la demande, de l'immédiateté, du confort utilisateur, de l'efficacité des effets spéciaux, de l'expérience utilisateur ou des bas instincts matérialistes, on la fera rayonner cette culture dans le monde, cette culture qui inspirera beaucoup par la suite. La vraie force, ce n'est pas la bombe, ce sont les modèles. En un mot, il faut se lancer dans le rayonnement de la culture de la France par amour de l'universelle vérité porteuse de la civilisation des civilisations, l'égalité conçue comme égalité de valeur des êtres humains et la liberté conçue comme liberté responsable, pour obtenir une vraie fraternisation entre hommes et avec la nature et en finir avec les droits de l'homme hypocrite d'égalité entre le riche et le pauvre, qui tous deux n'ont pas le droit de mendier leur crouton, de liberté du renard dans le poulailler ou de fraternité comme copinage malsain et hors des loges. Mais non, la racaille qui se dit républicaine joue les hypocrites comme des acteurs de série B coachés par des communicants ratatinés du ciboulot. République, ça veut dire chose publique, bien commun. Ces racailles privatisent le bien commun, ils ne sont pas républicains, mais proxénètes. Bref. L'action de l'État qui soutient la culture a été tellement dévoyée que protéger la culture de cette façon n'a que très peu d'effet pour l'argent qu'on y met dedans, par rapport à l'objectif de préservation de l'identité nationale, dont le seul but de garantir l'unité nationale. On doit avoir une production de qualité et attirante, conforme au génie français, or on finance de tout et surtout n'importe quoi, même ceux qui crachent sur la France, contre-productifs. À quoi bon financer la culture en s'exclamant « Ah, l'exception culturelle !» si à côté de ça on consacre le principe de dissolution culturelle au niveau économique, financier, social, juridique avec l'Union européenne qui est ultra libérale et ne jure que par les marchés, qui nous coupe de la francophonie, qui consacre l'anglais comme seule langue officielle, autrement dit, il y a plein de trous dans la raquette et on n'embouche qu'un de ces trous avec un petit doigt de proxénète fut-il grassouillé. À quoi bon protéger la culture française si on crache dessus avec les révisionnistes de l'histoire, les inclusivistes et les fossoyeurs de la langue, comme avec la loi Fioraso, notamment? À quelle heure un président français peut-il oser nommer une anglophone à la tête de la francophonie? À quelle heure peut-on préserver la culture avec seulement des fonctionnaires grassement payés pour produire de la paperasse alors que bien des acteurs de la culture n'ont pas le sou? Comment le pouvoir qui devrait construire le roman national pour favoriser une France qui aime sa culture et qui l'enrichit pour la civiliser toujours plus en l'orientant vers le principe d'égalité de valeur des êtres humains et la liberté responsable, peut-il rabâcher partout « on est nul, on est mauvais ». Comment le pouvoir politique peut-il constamment dénigrer la France? Oui, on est responsable de tout. Alors que s'il faut incriminer quelqu'un, eh bien ce sont les responsables aux manettes, nos tortionnaires impérialistes. Le ministère de l'Intérieur, qui fait la chasse aux sorcières souverainistes, de la mise à l'index jusqu'à la dissolution, et qui à côté de ça ferme les yeux sur les associations libertaires, décoloniales, féministes, sportives ou culturelles, qui promeuvent la haine du genre, du patriarcat, de l'interdit, de la langue, de la nation française ou de la culture, bref.
Sans parler de toutes ces autorités administratives indépendantes, ces nids de vipères et cervelets, comme le Haut Conseil et l'égalité de ma fesse gauche avec ma fesse droite, dont j'ai déjà parlé, ou encore les élus locaux qui fricotent avec ces associations anti-françaises par clientélisme électoral. Les gouvernants ensuite, très tristes, ont privatisé le pognon, c'est le système d'argent dette, du coup la dette, on en a et on n'a pas de pognon pour investir dans les grands travaux d'infrastructure, l'éducation, la culture, le logement, les emplois, etc. La revalorisation des traitements, des minima sociaux ou de tout ce qui est utile. Ils nous ont imposé également le parasite apatride ultralibéral dénommé hypocritement UE, qui oblige à la liberté de circulation avec Schengen de tout, et surtout des menaces terroristes, sanitaires, qui oblige à tout vendre, à tout supprimer, toutes ces protections nationales, dites obstacles, barrières, pour faire un grand supermarché dans lequel ils voient les gens comme des produits à code barre, d'où le pacte de Marrakech et leur volonté de criminaliser ceux qui sont contre la liberté de circulation au niveau mondial, d'où leur réforme à redécouper le territoire et laisser finalement les échelons Europe et région écrasés comme un compresseur, comme un sandwich, les États et mille autres choses. Bref, leur but c'est celui-là, casser les nations, donc leur culture, leurs frontières, leur souveraineté, leurs États, leur monnaie, leur peuple, les tenir par les burnes en appelant ça ouverture, là où on devrait appeler ça délire de déni de réalité nationale, qui est la seule à pouvoir pourtant civiliser l'humanité. Les nations, c'est la paix et la civilisation. Les empires, c'est la guerre et la destruction. Pour preuve, les 2 guerres mondiales, quand on comprend réellement l'affaire, comme j'ai expliqué dans la saison 2. 70 ans de propagande auprès de dizaines de millions de citoyens contre une vidéo qui fait 1 heure et vue par 3 pelés. Imaginez si les rapports étaient inversés, mais quelle aversion aurait la population pour toutes ces racailles anglo-saxonnes, françaises, allemandes, italiennes, apatrides et hypocrites. Bref, ce délire hors sol de déni de la réalité nationale prend son aboutissement le plus parfait avec le méprisant de l'arrêt public, le mercenaire de la finance apatride et sa haine vomissante contre la France et les Français qui a compromis le rapport président-peuple irrémédiablement. Et les faits, ça sera la fin du match avec la fin du régime politique dans lequel le président a du pouvoir, vaincu par chaos donc pour bientôt. Comment un être humain normal peut-il répondre, surtout s'il est président de la République, à une femme qui lui dit « il n'y a plus de travail ». Il lui dit « je ne suis pas là pour passer vos humeurs, trouvez-vous quelqu'un d'autre ». Quel mépris abruti. Et c'est pourtant la réponse ahurissante du méprisant de la République à une citoyenne en marge d'un déplacement dans le 18e arrondissement de Paris le 1er mars 2021. On a l'habitude de ces sorties ignoblement crétinesques, mais quand même, trouver du travail, ce n'est pas une humeur, mais une nécessité. Et le président n'est légitime que s'il crée des emplois. C'est l'un de ses jobs principaux. Et le mec qui vit dans un palais avec des chefs aux petits oignons, à son service et tout ce qui va bien, au lieu de vendre à la France, ce président en poste, suite à une fraude sans précédent dans l'histoire des élections, par la violation de la liberté d'opinion et d'expression de tous les Français, doit être condamné, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, pour haute trahison. Fraude pourquoi? Je vous renvoie à la vidéo sur la démocratie et sur le CSA. Voilà la question, la seule vraie question désormais, c'est comment on enraye la spirale de la désintégration collective et comment on se refait l'unité de la France. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. Merci à vous qui me suivez, à bientôt.